Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Il n'y a pas de quoi s'affoler. La mouvance présidentielle appelle à l'apaisement après l'annonce de la reprise des manifestations de rue par l'opposition. La mouvance fait une toute autre lecture sur l'avancement des travaux de la commission de suivi de l'accord politique d'octobre 2016. En Chine, la Guinée a obtenu un financement de 20 milliards de dollars américains sur près de 20 ans. Mais d'ici à 2036, elle devra accorder des concessions minières à la Chine en compensation de ce financement concédé, d'où l'inquiétude d'ailleurs de plusieurs acteurs. En Afrique du Sud, des dizaines de milliers de femmes sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année. Pourtant, dans une étude à paraître, le Conseil sud-africain de la recherche médicale a recensé qu'en 2012, seuls 8,6% des procès pour viol s'étaient conclus par une condamnation. À suivre donc le reportage de nos confrères de l'AFP. Merci donc de nous choisir pour vous informer. L'opposition guinéenne envisage de reprendre les manifestations de rue à partir du 20 septembre prochain. Des manifestations pour dénoncer ce qu'elle qualifie de mauvaise foi des autorités dans l'application des accords politiques. Un point de vue que ne partage naturellement pas la mouvance. Celle-ci appelle à l'apaisement. Elle indique que presque tous les points sont appliqués et ceux concernant les communales sont en train d'être étudiés. Djibril Ba, Ibrahima Sori Sengsouma. Alors que l'opposition hausse le ton pour l'organisation des communales, un des ténors de la mouvance tente de rassurer et ne manque pas de signifier la volonté du pouvoir de respecter les accords du 20 octobre 2016. Les opposants ne croient plus à cette intention, ils ont déjà décliné leur agenda pour se faire entendre dès le 20 septembre. Il faut que vous sachiez, au niveau africain, il y a beaucoup de pays, d'abord beaucoup qui n'organisent pas des élections communales, et, puisque c'est coûteux. Il faut que nous sachions gérer les élections dans les pays en voie de développement. L'autre argument de Salou Bella, c'est la CENI. Pour lui, l'institution doit procéder au nettoyage pour son bon fonctionnement. Il faut qu'elle puisse faire le diagnostic, il faut qu'elle puisse se fixer les objectifs ensemble, en consensus, et après tout ça maintenant, qu'elle puisse nous appeler, nous acteurs politiques. Il faut que nous puissions nous entretenir. C'était le déficit fondamental de la Formule 1 de la CENI. La manifestation politique rime avec l'instabilité. Cette remarque du porte-parole de la mouvance montre tacitement les effets négatifs qui se feront sentir sur le développement socio-économique du pays. Cela va décourager et démotiver les bailleurs de fonds, les investisseurs. Et donc, nous devons être conscients que nous devons réellement réfléchir pour l'avenir de notre République, de notre jeune démocratie. Et donc, nous demandons à l'opposition à surseoir à ces projets-là. Depuis 2005, la Guinée n'a toujours pas tenu ses élections communales, pourtant essentielles, notent les observateurs. Et puis les victimes des violences politiques sollicitent un monument qui symbolise la mémoire des disparus. Il s'agit entre autres des parents des victimes du Camboiro, celles du massacre du 28 septembre 2009. Certaines proposent des stèles, d'autres la reconstruction des sites. Alcieni Bari, Alcieni Kamara. De 1958 à nos jours, la Guinée a traversé des moments aussi bien joyeux que douloureux. Le Camboiro en est une illustration, le massacre du 28 septembre 2009 aussi, sans pour autant parler des disparus de janvier-février 2007. Pour un devoir de mémoire et pour que l'oubli n'efface point ses souvenirs, certaines victimes proposent des stèles, d'autres la construction des sites. Ce que je veux, c'est que l'enfant là qui a été retiré au dos de sa maman, dont les militaires ont envoyé sa maman à l'intérieur du jardin de bananes, et ils ont jeté l'enfant dans les fossés, dans les caniveaux. Je ne sais pas si quelqu'un a vu l'enfant. Est-ce que l'enfant là sera ramassé? Est-ce que l'enfant va rester là-bas jusqu'à sa mort? Donc je voudrais que l'enfant là soit représenté vraiment quelque part. Nous avions dit d'abord au niveau du Camboiro, nous avions demandé la reconstruction de la zone carcérale. Certes, cela n'efface point ces tragiques souvenirs, mais la construction des monuments à l'honneur des victimes de la violence politique atténue la douleur. Au-delà de tout,
Ils réclament justice. Nous voulons le procès d'abord le 28 septembre pour citer les responsabilités. Parce que c'est des gens qui ont été tués au stade du 28 septembre, qui ont reçu beaucoup de balles sur leur corps, beaucoup de cicatrices, pour qu'on puisse les envoyer dans les fosses communes pour pouvoir minimiser ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Ces propositions seront étudiées plus tard et un monument sera dressé. Je vous le dis en titre, la Guinée vient de signer un accord cadre d'investissement de 20 milliards de dollars avec la Chine. En retour, elle doit attribuer des droits miniers à des entreprises chinoises. Un accord qui suscite assez d'espoir, mais aussi des inquiétudes sur le plan national et international. Mamadi Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. Parlant de cet accord cadre d'investissement entre la Guinée et la Chine, ce spécialiste des questions minières émet beaucoup de réserves. D'abord, sur son impact sur les communautés locales. Le partenariat stratégique avec la Chine, de mon point de vue, impacte difficilement de manière positive aux communautés locales parce que le principe du contenu local n'est pas tellement une pratique chinoise. J'imagine que les lois guinéennes seront appliquées à la matière pour que ces investissements chinois puissent profiter réellement aux populations guinéennes, pas en apportant des mallettes de dollars, mais en leur créant des activités génératrices de revenus à long terme. Ensuite, sur l'environnement. Sans vouloir stigmatiser nos amis chinois, dit Akumba Diallo, l'environnement est leur dernier souci. Nos amis les Chinois sont peu soucieux de l'environnement, peu soucieux des us et des coutumes, peu soucieux de l'évolution économique à la base. L'annonce de cet accord cadre entre Guinéens et Chinois a fait un boom sur le marché financier. L'analyste pense que des Occidentaux tenteront de le saboter. Il faut s'attendre quand même à une terrible bataille entre les entreprises occidentales et les entreprises chinoises. Parce que je dois vous avouer une chose, c'est que cette annonce a bouleversé le monde financier. Selon Akumba Diallo, beaucoup d'accords avaient été signés entre les deux pays sous la Deuxième République et pendant la transition qui n'ont pas abouti. Et un article publié sur le site Africa Mining Intelligence, spécialisé dans les questions minières, dit ceci. Pékin s'engage, mais pas Chainalco, ce qui vient appuyer le pessimisme d'Akumba Diallo, qui termine par cette ironie. Et la dernière inquiétude que je peux émettre peut-être, c'est de ne voir pas cet accord se réaliser. Parce que ça peut tout simplement être un buzz comme par le passé. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation annonce la formation de 30 enseignants à l'ENI pour le préscolaire. Cette nouvelle initiative entreprise par Kao Carré consiste à renforcer le système éducatif guinéen. Il ajoute que ces instituteurs seront opérationnels dès la rentrée programmée le 15 septembre. Reportage Ouminatou Sidibé. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est bien conscient de la problématique d'infrastructures scolaires dans le pays. Mais, dit-il, les dispositions sont mises en place pour atteindre ces objectifs. Nous savons aussi qu'il y a eu beaucoup d'échecs, mais vous savez que l'échec a été beaucoup remarquable au niveau des écoles privées. Et je pense qu'il n'y aura pas de péril à la demeure. On va gérer tout ça, Inch'Allah. Dans le cadre de la réforme de son département, une formation des enseignants a été initiée pour non seulement assurer l'encadrement des tout-petits, mais aussi booster le système éducatif. Déjà des enseignants dans les aînés pour ce type d'enseignement. Cette année, à l'école normale des instituteurs de Conakry, on a déjà formé 30 qui sont sortis cette année. Nous allons faire une requête auprès du ministère du Budget pour qu'on leur accorde la prime contractuelle pour un départ, pour que ces centres-là soient opérationnels cette année et progressivement voir avec la fonction publique dans quel cadre on peut les mettre et dans quelle catégorie ou quelle hiérarchie ils doivent être. On va définir leur carrière à partir de la fonction publique. Mais ici, là, nous voulons que ces enseignants soient opérationnels. Les initiatives du ministre Konaté étant nombreuses, son souhait est en d'autres termes de voir les enfants du primaire et du secondaire s'adapter au programme scolaire annuel. Les amener à consacrer une grande partie de leurs vacances à pratiquer des exercices pédagogiques.
Et depuis 2011, les lauréats du franco-arabe ne bénéficient pas de bourse d'études. Ceux de la session 2017 réagissent. Ils trouvent cette décision inconcevable. Ces lauréats continuent de manifester leur mécontentement. Ils souhaitent que l'État revienne sur cette décision. Suivez plutôt ce reportage signé Abdraman Ba, Lamine Silla. Jusqu'à la dernière minute, ces lauréats gardaient la joie au cœur dans l'espoir de poursuivre leurs études à l'étranger. À leur grande surprise, ils apprennent l'exclusion des écoles franco-arabes pour l'obtention des bourses. On a appris que l'enseignement franco-arabe ne bénéficie pas les bourses depuis 2011-2012. Alors que nous allons le même programme, même sujet avec ceux de l'enseignement général et il nous a dit que l'enseignement franco-arabe ne bénéficie pas les bourses d'études pour aller aux autres pays. Ils ont mené des démarches auprès des autorités compétentes. Jusque-là, aucune suite favorable. L'espoir est minime, mais ils ne le perdent tout de même pas. Pour ça, ça me fait mal parce que on a fait le travail comme les autres premiers de la République. Mais jusqu'à présent, nous les premiers de l'enseignement franco-arabe, on n'a pas eu les récompenses ni rien. Même les appels, on n'a pas reçu d'abord au niveau du ministère de l'enseignement. Les franco-arabes et les autres ont presque le même programme. Ces nouveaux étudiants crient à l'injustice. Et la dame a dit que peut-être, Inch'Allah, elle va nous aider parce que le Draba va dicter nos notes là-bas. Tout ce que nous avons eu au baccalauréat, elle a dicté tout ça là. Et la dame a dit que nous devrons aider quoi. Nous devrons aider. C'est ça que la dame avait dit. Dans l'espoir d'être rétablis dans leurs droits, ces lauréats appellent aux bonnes volontés pour que désormais les étudiants des écoles franco-arabes puissent étudier à l'étranger. Docteur Ibrahima Kourouma, le désormais nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. C'est une routine pour tout ministre, la visite de terrain. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a choisi de ce fait le site de Dar es Salaam, ce site sur lequel une dizaine de Guinéens a péri sous les ordures après l'éboulement d'une partie de la décharge. Ibrahima Kourouma s'est également rendu sur le site de Kagbele. Malik Sangena Kamara, Yacouba Traoré. Du bureau climatisé, le ministre Kourouma et sa suite arrivent sur le site dramatique de Dar es Salaam. Objectif, s'enquérir des conditions de vie des habitants de ces secteurs qui cohabitent avec cette montagne d'ordures depuis une vingtaine d'années. Ici, la vie est un véritable cauchemar. Ce que nous constatons est très grave. Il y a une agression de la population en ce qui concerne le site réservé pour le dépôt des déchets. Malheureusement, ce qui se passe sur les 25 hectares, la population est non seulement venue s'installer aux alentours, mais elle a même pénétré la superficie. Les camions remplis d'ordures continuent leurs activités quotidiennes. Par endroits, des personnes en quête de ferraille ou de caoutchouc pour se faire de l'argent. Au pied de la montagne d'ordures, des habitations en tout danger. Aussi, une fontaine. Face à cette situation aussi préoccupante, l'Agence nationale d'assainissement prévoit des mesures. Des mesures qui consistent à la professionnalisation du traitement des déchets. On a décidé de faire une gestion stratégique des déchets. Dans ce cadre-là, nous avons opté pour d'abord la mise, la réhabilitation du site de la minière. Et après quoi, nous avons le site de Kagbele où nous nous trouvons également. Là également, les études sont en cours et vont finir très probablement à la fin de ce mois. Sur le site de Kagbele devant servir de nouvelles décharges, des constructions illégales. Dans un bref délai, les occupants seront déguerpis pour débuter les travaux. Dès demain matin, on va prendre les dispositions pour casser tout ça, pour qu'on puisse organiser maintenant à mettre à la disposition de l'agence de salubrité pour que vraiment des dispositions soient prises maintenant pour faire le travail. Si jamais au niveau de notre département, il y a des gens qui se sont amusés à donner des papiers à des personnes pour s'installer, ils tireront les conséquences. La ville de Conakry produit environ 1300 tonnes de déchets par jour. L'agence en charge de la salubrité parvient à évacuer que 24 000 tonnes par mois. Malgré tout, la capitale reste encore sale.
De son côté, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a eu une rencontre ce mercredi avec les membres de la Fédération des opérateurs culturels guinéens. Une première depuis sa nomination. Lors des échanges, il a été question de l'état des lieux de la culture guinéenne, quelle politique pour son attractivité et sa visibilité. Le reportage de Mahmoud Cherif et d'Ibrahima Sorissou. Comment sortir la culture guinéenne de cette léthargie et établir un rapport confiant entre les opérateurs culturels et le département de la culture? Telles sont les interrogations auxquelles les mécènes de la culture guinéenne et les cadres du département ont tenté de répondre. Au cours de cette rencontre, les opérateurs culturels et producteurs ont dénoncé certaines pratiques qui freinent le développement du secteur. Ils ont déploré également le déficit de communication et la crise de confiance entre l'État et les promoteurs qu'ils sont. On n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention et les charges sont triplées. C'est pas normal. L'État fait toujours un package deal avec les privés. Il te donne, il te retire. Mais si tu n'en donnes pas et qu'il te demande plus, tu es appauvri, tu disparais. Premier problème. Deuxième problème, c'est le cas des visas. Aujourd'hui, vous voyez le monde qui voyage au nom des artistes, avec les visas artistes, ils ne sont jamais artistes. Vous voyez des gens qui voyagent au nom des journalistes culturels guinéens pour accompagner les artistes, ils ne sont jamais journalistes culturels. Parlant des autres secteurs de la culture qui sont à la traîne, tels que le théâtre, la sculpture, la peinture, le cinéma, par rapport à la musique, le directeur national de la culture a rassuré que le département a défini une politique culturelle dont les résultats seront publiés dans les prochains jours. Depuis la première politique élaborée par la Première République, voilà, nous pilotons à vue. Il y a des chartes, il y a eu des journées de la culture, mais un document où la politique culturelle nationale est élaborée n'est pas encore sorti. En attendant les résultats de ce rapport, les artistes des autres disciplines restent moins vus par manque de mécènes. En Guinée, les promoteurs de musique sont les seuls opérateurs culturels qui se sont fait de la place. On reste avec la culture, dédicace de 2 ouvrages ce jeudi au Centre culturel franco-guinéen. Ils sont du cardinal Robert Sarah et parlent de la foi, mais aussi du terrorisme qui est aujourd'hui un phénomène de société à l'échelle internationale. Le ministre de la Culture, des diplomates et fidèles de l'Église, ainsi que des écrivains, ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie. Mariam Fodi Kamara, Mohamed Sou. Le premier livre est intitulé Dieu ou rien. Cet ouvrage de 405 pages est traduit en 14 langues et a connu un succès sur le plan international. Les 3 premiers chapitres de ce livre parlent de l'enfance et de l'expérience de l'homme. Le cardinal Robert Sarah entreprend donc de redonner au silence de ses lettres de noblesse. D'où le second ouvrage intitulé La force du silence qui regorge 369 pages. La force du silence est née dans une chambre d'un grand malade, d'un jeune religieux qui attendait le ciel, le corps rompu par tant de protocoles médicaux, le corps broyé par les assauts toujours plus violents de la souffrance, mais le corps transcendé par le seul, par l'unique, par Dieu. Dans un merveilleux silence, les yeux fatigués du frère Vincent-Marie de la Résurrection rayonnaient la sainteté, la joie, la foi, la charité et la paix. Justement, ce qui m'étonnait, c'était la paix, la sérénité et un certain bonheur qui rayonnait sur le visage du frère Vincent, malgré l'énorme et terrible souffrance qui l'écrasait littéralement. C'est seulement la veille de son enterrement, il est mort à 37 ans, en lisant son carnet intime, que j'ai découvert toute l'énergie spirituelle qui a nourri sa vie intérieure. Le ministre de la Culture, très ému, a félicité le cardinal qui est une fierté pour la Guinée. Le moment est aussi opportun de vous remercier et de vous féliciter pour ce travail remarquable d'écriture et de diffusion que vous faites dans le monde.
mon cardinal, la Guinée, votre pays, est fier de vous. Le président de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a été nommé ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre, par le commissaire général de l'événement, Sansi Kaba Diakité. La Sierra Leone est un pays riche en ressources du sous-sol. Ils sont nombreux, les Guinéens, qui s'y retrouvent pour l'exploitation et la commercialisation du diamant, une activité risquée. Exposée aux tentatives d'arnaque, ces hommes d'affaires se servent des détectives pour échapper au piège. Hadia Fatoumata Fofana et Yacouba Traoré signent ce reportage. Quand les diamants de la Sierra Leone attirent des Guinéens, l'Amphia Kaba, natif de Bissikirima, dans la préfecture de Dabola, est installé à Freetown il y a de cela 30 ans. Arrivé depuis son jeune âge, il embrasse cette activité avec l'appui de son grand frère. Le commerce de diamants est comme tout autre. Dans le travail de diamants, il y a ceux qui creusent. Mais moi, j'achète après avoir l'air financé. Cette pierre précieuse recherchée par tous fait que des arnaqueurs s'infiltrent dans les affaires. Avec des appareils de détection de diamants, il n'est pas facile de tromper ces commerçants. Quand tu as de l'expérience dans un travail, tu auras moins de problèmes. Mais des fois, il y a des diamants qui viennent avec des complications. C'est pourquoi nous avons des machines pour la détection. Cette machine, lorsque tu l'allumes et la poses sur le diamant, ça signale. Et si c'est une autre pierre différente du diamant, ça signale aussi. Il y a des arnaqueurs dans cette affaire, il faut beaucoup d'attention. Ils sont obligés de payer la taxe annuelle comme tout autre à $1 500, voire $3 000. Protégés par le pays hôte, ces Guinéens résidant en Sierra Leone rassurent être dans de bonnes conditions de travail. Les conflits d'intérêts ne finissent pas. Mais dire que nous sommes discriminés ici en Sierra Leone, en tout cas, moi je n'ai pas été victime de cela pour dire vrai. Les deux pays-là sont presque égaux pour moi. Parce que depuis 30 ans, je suis ici. J'ai presque fait mon enfance ici. À Freetown, les Guinéens exercent plusieurs activités. En plus des commerçants de diamants, les cambistes aussi profitent des activités économiques de ce pays au sous-sol riche. Et c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction. Grand merci à l'équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Express TV.